Donc, si vous avez décidé de participer à cette session, c'est probablement que vous avez un grand volume de données que vous souhaitez utiliser afin de vous différencier et de créer un avantage compétitif. Mais si vous êtes là, c'est probablement aussi parce que vous vous questionnez sur la meilleure façon de faire. Eh bien, dans ce cas, vous êtes dans la bonne session. Parce que nous allons passer 45 minutes ensemble pour vous expliquer que finalement, construire la fondation de votre plateforme d'analyse de données sur AWS, c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué, mais vous en aurez besoin afin d'implémenter vos solutions à forte valeur ajoutée, que ce soit des outils d'aide à la décision ou des applications d'intelligence artificielle. Je suis Louis Ourcade, Solution Architect dans les équipes AWS Startup. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Yann Truong, responsable département solutions data connaissance client chez Malakoff Humanis Tech, ainsi que de Michael Baillet, qui est Senior Solution Architect dans les équipes AWS Partners. Quelle est l'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui? Déjà, on va parler d'analyse de données, certes, mais pourquoi nos clients veulent-ils faire de l'analyse de données? Une fois qu'on sera convaincu que l'analyse de données, c'est important, on verra pourquoi tout le monde ne le fait pas déjà. Pourquoi certaines entreprises rencontrent des difficultés lorsqu'ils veulent passer leur solution en production, ou pourquoi certaines entreprises ne se sentent tout simplement pas prêtes à franchir le cap. Mais malgré les a priori qu'on peut avoir, on veut vous montrer que finalement, ce n'est pas si compliqué. On va revenir aux bases de la stack Analytics et vous montrer comment vous pouvez atteindre vos objectifs avec quelques composants bien choisis et des composants à la portée de tous. On aura ensuite Yann qui viendra nous faire un retour d'expérience et vous racontera l'histoire des data platforms chez Malakoff Humanis. Et on terminera avec quelques ressources complémentaires pour vous aider à construire dès maintenant. Donc, pourquoi nos clients veulent-ils faire de l'analyse de données? Essentiellement parce que c'est la première brique qui va leur permettre de construire leur application à forte valeur ajoutée. Donc, dans toutes les catégories d'applications que nos clients construisent, on en a identifié donc 3 grandes catégories. La première correspondant à un besoin de visualisation de données et de génération de rapports. Par exemple, parmi nos clients manufacturing, l'un d'entre eux produit et vend plus de 75 000 références dans plus de 6 000 magasins à travers le monde. Donc les données sont stockées dans différents systèmes et ce qu'ils font, c'est qu'ils centralisent l'intégralité de ces données dans leur plateforme d'analytics sur laquelle ils ont branché un outil de visualisation. Et cet outil de visualisation permet à des centaines d'utilisateurs en interne d'avoir un suivi permanent des ventes de tous les produits. Et ils utilisent donc ces informations afin de développer les produits de demain et aussi pour assurer le stock des produits existants dans tous les points de vente. La deuxième grande catégorie d'applications rendues possibles par une brique d'analyse de données est l'analyse opérationnelle. Donc, qu'est-ce qu'on appelle analyse opérationnelle? Donc, pour simplifier, on peut voir ça comme la réunification du monde applicatif, du monde métier, avec le monde analytics. C'est-à-dire qu'on va extraire les données métiers pour les envoyer dans la couche analytics où on va pouvoir y réaliser des calculs plus complexes. Donc, ça peut être par exemple le calcul de statistiques avancées ou ça peut être récupérer une donnée de l'application pour la comparer par exemple avec une moyenne historisée. Le résultat de ces statistiques est ensuite renvoyé directement au niveau de la couche applicative, au niveau de l'application au plus proche de l'utilisateur, sous forme par exemple d'alerte ou de recommandation pour déclencher une action de la part de l'utilisateur. Par exemple, parmi nos clients médias, l'un d'entre eux propose une plateforme de vidéo à la demande. Donc, ce qui se passe, c'est lorsqu'un utilisateur est sur leur plateforme de vidéo à la demande, l'information est envoyée sur la couche Analytics où sont stockés l'historique du visionnage de l'utilisateur, donc toutes les vidéos qu'il ou elle a regardées et ce qu'il ou elle a aimé. Et évidemment, vous trouvez ces informations pour tous les autres utilisateurs. Ils utilisent ces informations pour calculer des recommandations de films, de séries pour l'utilisateur en question. Et le résultat de la recommandation est renvoyé sur l'application de streaming pour que l'utilisateur ait les recommandations dès qu'il a fini de regarder le film ou la série en cours et puisse passer au nouveau programme. Enfin, la dernière grande catégorie d'applications qui est implémentée par nos clients et toutes les applications d'intelligence artificielle. Donc, par intelligence artificielle,
on peut faire référence à la prédiction de certaines valeurs, typiquement un client qui veut prédire la probabilité de churn de ses clients, ou maintenant ça peut être aussi le déploiement de solutions d'intelligence générative. Par exemple, parmi nos clients dans l'industrie du voyage, l'un d'entre eux avait pour ambition de créer un chatbot automatisé qui permettait de fournir des recommandations de voyage end-to-end à l'utilisateur en fonction de ses goûts. Par end-to-end, j'entends une proposition de voyage comprenant le voyage, le transport, le logement et les activités, et le tout pouvant concordant bien ensemble. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont connectés à l'ensemble de leur écosystème de partenaires, ce qui comprend des compagnies aériennes, des hôtels, des agences de voyage, etc. Ils ont également récupéré toutes les données clients avec ce que les clients ont fait, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, etc. Ils ont centralisé toutes ces données, les ont consolidées, transformées et par-dessus ont développé leur application d'intelligence artificielle, enfin en tout cas d'intelligence générative dans ce cas, qui est maintenant en production et sert des dizaines de milliers d'utilisateurs en leur proposant des voyages entièrement personnalisés en fonction de ce qu'ils cherchent. Donc, au travers de ces 3 exemples et de ces 3 grandes catégories, on voit que l'analyse de données permet la création d'applications à forte valeur ajoutée. Maintenant, on sait bien que tout le monde ne le fait pas. Toutes les entreprises n'ont pas encore de plateforme d'analyse de données à l'échelle et on peut se demander pourquoi. Et la raison, elle est très simple, c'est parce que finalement, ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué pour des data engineers ou des architectes d'entreprise d'implémenter en production des solutions qui permettent d'analyser de tels volumes de données. Et donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça paraît compliqué, on en a illustré quelques-unes. La première raison, tout simplement, c'est le volume. Donc, lorsqu'on parle analyse de données, lorsqu'on parle analytique, souvent on pense business intelligence, donc visualisation de données, mais aussi data warehouse. Et souvent, tout ce qui tourne autour des data warehouse, on a souvent mis l'accent sur la capacité de stockage de ces solutions et on parlait assez rapidement de pétaoctets. Mais finalement, qu'est-ce que c'est un pétaoctet? On a du mal à se représenter ce que c'est un pétaoctet. Donc pour vous donner quelques ordres de grandeur, un pétaoctet, ça correspond à 500 000 heures de vidéo HD. Donc si jamais vous vous mettez à regarder des vidéos 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous auriez consommé un pétaoctet au bout de 57 ans environ. Pour ceux qui préfèrent la musique, un pétaoctet, c'est 17 000 années environ de musique MP3, ce qui est évidemment beaucoup plus que toute l'histoire de la musique enregistrée. Et pour ceux qui aiment la photo, un pétaoctet, ça correspond à 300 milliards de photos. Donc c'est-à-dire que si vous imprimiez un pétaoctet de photos, vous les mettez côte à côte, vous couvrirez une superficie qui est plus grande que toute l'agglomération de New York. Donc, au travers de ces ordres de grandeur, on comprend l'appréhension des data engineers ou même des architectes d'entreprise lorsqu'il s'agit d'implémenter un système en production qui permet de stocker, mais surtout d'analyser de tels volumes de données. Mais ce n'est pas le seul frein à l'adoption. Il y en a un deuxième. Okay. Il y a un deuxième frein qui est tout simplement la liste de possibilités qu'ont les architectes d'entreprise lorsqu'il s'agit d'implémenter une plateforme de données. Donc aujourd'hui, lorsque un data engineer ou un architecte d'entreprise souhaite implémenter la plateforme de données, il va devoir se poser la question, quel pattern va-t-il implémenter pour analyser les données? Est-ce qu'ils doivent faire un data lake? Est-ce que je dois plutôt partir sur un data warehouse? Est-ce que finalement je dois faire un data lakehouse qui est un mélange entre le data lake et le data warehouse? Est-ce que je dois plutôt faire un data lake transactionnel qui est somme toute un data lake avec quelques fonctionnalités supplémentaires? Ou est-ce que je dois plutôt faire un data mesh qui, lui, met plutôt l'accent sur l'aspect distribué? Donc, c'est des questions auxquelles doivent répondre aujourd'hui les architectes d'entreprise. Et on a vu parmi nos clients plusieurs d'entre eux qui passaient beaucoup de temps à choisir le pattern qu'ils allaient implémenter et pendant qu'ils prenaient ces décisions-là, finalement, ne construisaient rien. Mais malgré le volume de données et malgré la richesse de cette terminologie, on veut vous convaincre que finalement, construire une plateforme de données, ce n'est pas si compliqué. On a des outils aujourd'hui qui rendent cette chose accessible à la portée de tous, et c'est justement ce que Michael va vous expliquer. Super. Merci Louis pour cette introduction. Et donc je vais
tout de suite commencer par essayer de vous expliquer en fait pourquoi c'est pas si compliqué que ça au final. En fait, il y a des grands principes qu'on va essayer de voir aujourd'hui techniquement sur qu'est-ce que ça veut dire implémenter une solution d'analyse de données, notamment dans le cloud, et on va revenir sur quelques points clés. Donc déjà sur la solution à l'échelle, à quoi ça ressemble concrètement? En fait, on a essayé de simplifier volontairement la représentation d'une solution d'analyse de données, et ce qu'on va retrouver majoritairement chez nos clients, c'est mieux. Ce qu'on va retrouver de manière générale, d'un côté, les sources de données. Je vais y revenir très rapidement sur quelles sont les sources de données qu'on retrouve chez nos clients. Tout à votre gauche, on va retrouver les use cases, et le but, ça va être essayer d'à partir de nos données, de construire des use cases métiers, comme le disait Louis, sur la visualisation de données, sur l'intelligence artificielle, avec ensuite la possibilité d'enrichir nos données utilisateurs à partir de ces use cases métiers. Et évidemment, au milieu, ce qu'on retrouve, et évidemment, ce qu'on retrouve au milieu, c'est toute notre solution d'analyse de données. Et à quoi ça ressemble concrètement si on zoome un petit peu sur le fonctionnement de l'analyse de données? En fait, on va retrouver trois grandes briques principales qu'on va essayer de regarder ensemble et d'essayer de comprendre et d'essayer de définir quelles vont être les solutions qui vont être utilisées. Première brique, ça va être l'ingestion. Ensuite, on va retrouver toute une solution qui va être liée au stockage et ensuite une solution plutôt liée à la transformation de nos données pour répondre à ces use cases. On a aussi toute une sous-catégorie dans notre stockage qui va correspondre à l'exposition de ces informations, évidemment, pour répondre à différents cas d'utilisation en même temps. Et donc, on va essayer de regarder ensemble quels sont les points d'attention, comment vous devez choisir les solutions en fonction de vos besoins. Parce qu'en fait, en réalité, pourquoi on n'a pas à proprement dit affiché de service à ce moment-là? Parce qu'en fait, notre conviction, c'est qu'il n'existe pas une solution d'analyse de données qui puisse répondre à absolument tous les besoins. En fait, le but dans cette session et dans les minutes qui vont venir, ça va être de vous aider à prendre la décision de comment choisir vos solutions basées sur vos besoins et sur quel requirement. Donc le premier point, c'est que en fait, sur AWS, vous allez retrouver évidemment tout un ensemble de solutions natives que vous allez pouvoir installer directement ou déployer directement sur AWS. Et en même temps, vous allez pouvoir aussi bénéficier de tout un ensemble de services qui sont proposés par nos partenaires qui vont se retrouver ici sur la marketplace. Donc vous pouvez voir à quoi ressemble aujourd'hui notre marketplace avec des solutions partenaires que vous pouvez déployer directement sur vos comptes, sur vos comptes AWS sans avoir à changer quoi que ce soit dans votre infrastructure, vous pouvez faire ça directement sur AWS. Et ici, vous avez quelques exemples de nos solutions partenaires que vous pouvez retrouver et déployer sans avoir à quitter vos environnements AWS. Donc ça, c'est un outil extrêmement important pour nos clients qui puissent à la fois bénéficier des meilleurs services sur AWS, mais aussi bénéficier des meilleures solutions de nos partenaires via la marketplace sans avoir à quitter leur environnement AWS. Donc ensuite, si on reprend si on reprend en fait notre solution initiale, ce qu'on va retrouver, on va retrouver plusieurs grandes catégories de sources de données chez nos clients. Donc, le premier point, c'est qu'on va retrouver tout un ensemble de bases de données historiques. On va retrouver des bases de données relationnelles, des bases de données non relationnelles, des bases de données propriétaires, des bases de données open source. Donc, ça fait partie des écosystèmes de nos clients. Le deuxième point, c'est qu'on va retrouver tout un ensemble de patrimoine de fichiers, à la fois des fichiers techniques, on peut parler notamment des fichiers de log, des fichiers de transactions techniques, ce type de fichiers vraiment plus bas level. Et on va aussi retrouver tout un ensemble de patrimoine documentaire, donc des fichiers plutôt métiers. Ça peut être, par exemple, je pense à certains de nos clients qui sont dans les assurances, donc des fichiers de contrat, des fichiers un peu plus métiers. Et donc, évidemment, on va essayer de prendre en compte tous ces facteurs-là dans notre solution. Donc le troisième point, c'est qu'on va aussi retrouver tout un ensemble de solutions en lien avec les services clients, donc les CRM, et donc à la gestion de la relation client, donc les bases de données clients, les opérations clients, les opportunités, les contrats, etc. À côté de ça, vous retrouverez aussi évidemment toutes les solutions qui sont plutôt en lien avec les solutions ERP. Donc je pense notamment à des solutions de type SAP. Et on va retrouver évidemment, en dernier point, tout un ensemble de patrimoine plutôt applicatifs qui ont été construites sur mesure par nos clients et qu'on va aussi vouloir connecter à notre système d'analyse de données pour essayer justement d'agréger tout un ensemble d'informations sur cette base-là. Évidemment, c'est une liste non exhaustive.
C'est vraiment les grandes thématiques qu'on retrouve chez nos clients. Et évidemment, on pourra retrouver tout un ensemble d'autres types d'informations, comme je pense notamment à des composants IoT qu'on va vouloir aussi agréger dans nos systèmes pour faire du traitement de flux en temps réel, etc., etc. Donc, deuxième brique dans notre solution d'analytics, rappelez-vous, donc l'ingestion. Donc, ça va être la capacité pour notre système de collecter de l'information sur les sources de données qu'on vient d'évoquer. Donc, le premier point, quand on parle d'ingestion, évidemment, on va essayer de collecter nos informations, mais comment vous allez choisir en fait cette solution d'ingestion par rapport à vos besoins? Premier critère, ça va être la connectivité, les connecteurs qui vont être disponibles dans cette solution d'analytics et d'ingestion. Donc la possibilité pour le système de se connecter à différentes sources de données et être capable d'agréger de l'information à partir des bases de données, de fichiers, de CRM en SaaS ou gérés par vous sur site, et justement la possibilité de gérer toutes ces différentes sources de données. Deuxième point, ça va être évidemment les fonctionnalités qui vont être proposées par ce système d'ingestion. Donc évidemment la possibilité d'ingérer des larges volumes d'informations en même temps, mais aussi évidemment la capacité de gérer ces informations au fil de l'eau. Parce qu'évidemment, quand on va créer notre solution, il va commencer par une ingestion initiale, mais évidemment, à terme, on veut qu'il puisse être capable d'ingérer les informations au fur et à mesure et de dimensionner son infrastructure en fonction de la volumétrie et de l'utilisation qu'on en fait. Le troisième point, ça va être le mode de distribution de cette solution d'ingestion. Qu'est-ce qu'on entend par mode de distribution? Eh bien, ça veut dire comment en fait, vous allez déployer cette solution dans vos propres environnements. Évidemment, il y a plusieurs solutions qui existent. On pense notamment à des modes de déploiement plutôt en SaaS, donc où vous allez utiliser un service qui est géré par un partenaire AWS, géré directement par l'éditeur, et vous utilisez le service à la demande. Mais évidemment, ça peut être une solution autre, que vous déployez vous-même sur vos propres environnements, avec potentiellement soit des services plutôt open source, ou soit des services plutôt commerciaux sous licence. Évidemment, là, ça va dépendre de vos propres besoins et de vos propres limitations. Maintenant, si on parle du stockage à proprement dit, il y a plusieurs points qui sont extrêmement importants. Premier point, ça va être la performance de notre système d'information. Évidemment, on va agréger un énorme volume de données. Louis, tout à l'heure, parlait de pétaoctets d'informations, et c'est ce qu'on peut retrouver chez nos clients. Et évidemment, on a besoin d'un système de stockage qui puisse être extrêmement performant pour adresser ce type de problématique. Deuxième point, évidemment, ça va être aussi l'élasticité quand on parle de performance, parce que, comme je le disais, on peut avoir dans certains cas des ingestions initiales, donc on va vouloir agréger un patrimoine existant, mais on veut aussi que notre système de stockage puisse gérer la possibilité de scale pour adresser des besoins sur le moment, mais aussi de gérer le fait qu'à certains moments, on va moins utiliser notre système de stockage pour faire de l'ingestion, par exemple, etc. Deuxième point, ça va être la maintenabilité de notre système de stockage, puisqu'on veut qu'avoir un système de stockage soit le plus maintenable possible pour être capable de gérer les évolutions au fil du temps. Si on a besoin d'avoir trop d'activités de maintenance au fil du temps, ça va pénaliser en fait notre capacité à construire de nouveaux use cases. Un autre point aussi pour notre système de stockage, ça va être l'intégration, donc la possibilité pour notre système de stockage de s'intégrer avec plusieurs types de solutions différents. Donc, je parlais d'exposition tout à l'heure, donc ça va vraiment être un cas qui est extrêmement important, la possibilité d'exposer à différents systèmes nos données en fait, qu'on aura à gérer, donc c'est extrêmement important. Un point évidemment aussi qui est extrêmement important pour nos clients et pour nous, ça va être évidemment la sécurité. Donc la possibilité pour notre système de stockage de récolter nos informations mais de manière sécurisée. Donc ça veut dire à la fois au repos, ça va être activer des fonctionnalités de chiffrement au repos avec des algorithmes de chiffrement extrêmement sécurisés, mais aussi le contrôle d'accès. On veut que nos données sur notre système de stockage soient accessibles qu'aux personnes ou aux systèmes qui en ont absolument besoin. On ne veut pas que notre système de stockage soit ouvert à toutes les applications et à tous les systèmes, à toutes les personnes dans notre organisation. Et le dernier point, ça va évidemment être extrêmement important, ça va être les coûts. On veut que notre système de stockage nous permette d'avoir des coûts qui sont maîtrisés. Maintenant, si je parle de notre dernière brique de transformation, celle qui va nous permettre en fait de manipuler notre donnée pour la rendre disponible à différents cas d'usage. Et donc le premier point qu'on va essayer de prendre en compte sur ce système de transformation, ça va être l'expérience développeur. On veut avoir un système de transformation qui soit facilement accessible à nos équipes de développement. La raison, elle est très simple, c'est que lorsqu'on va construire notre système de transformation, on veut que nos développeurs soient suffisamment à l'aise pour mettre en place de nouvelles fonctionnalités.
Donc l'idée, c'est que si on a un système qui est extrêmement dur à prendre en main, on va mettre du temps à pouvoir créer de nouveaux use cases et à évoluer au fil du temps. Deuxième point, ça va être le langage qui est supporté par ce système de transformation. Aujourd'hui, on peut voir qu'il y a plusieurs systèmes de transformation qui mettent en place des langages plutôt propriétaires, donc qui nécessitent à nos équipes de développement de réapprendre la façon d'utiliser ce système de transformation, alors qu'à côté de ça, on a maintenant des systèmes de transformation qui se basent sur des langages existants, comme notamment du SQL Server, enfin du SQL, ou du Python, par exemple. Ce qui va vraiment faciliter, encore une fois, pour revenir à notre expérience développeur, cette facilité à prendre en main. Troisième point, ça va être les fonctionnalités qui sont évidemment proposées par notre système de transformation. Comme je le disais tout à l'heure, on veut un système de transformation qui puisse prendre en compte différents cas de figure, pas uniquement le chargement initial, le chargement au fil de l'eau, la possibilité de faire du data lineage, de comprendre d'où la transformation a été effectuée et pour quel use case. Et le dernier point, ça va être la possibilité pour notre système d'information de documenter les actions qui sont réalisées. Parce qu'au fil du temps, on va construire davantage et davantage de use cases. Il faut que ces use cases puissent être facilement compréhensibles lorsqu'on va vouloir les faire évoluer ou lorsqu'on a besoin de répondre à certains types de use cases. Et donc ici, j'ai un exemple de solution qu'on va retrouver sur la partie transformation avec notamment notre partenaire DBT Labs, qui permet à nos utilisateurs, notamment avec du SQL Server, de s'intégrer avec différents types de stockage et de proposer des solutions à nos utilisateurs sur la transformation de données de manière extrêmement efficace. C'est un des outils aujourd'hui qui est pas mal utilisé par les data scientists pour être capable de faire de la transformation sur AWS. Et donc là, je voudrais passer la main à Yann pour qu'il puisse nous faire son retour d'expérience chez Malakoff Humanis sur la mise en place de leur data platform. Merci. Hop. Donc Yann Truong, je me représente. Du coup, je suis responsable du département solutions data connaissance client dans les équipes techniques de Malakoff Humanis. Donc, une nouvelle direction récemment créée, oui. D'ailleurs, MHTech. Pour commencer, quelques mots sur le groupe Malakoff Humanis. Nous sommes le leader de la protection sociale. Je vous donne quelques chiffres. 6,4 milliards de chiffre d'affaires générés. En termes de résultats nets, on est proche des 170 millions d'euros, mais ce n'est pas forcément important, parce que nous sommes avant tout un groupe paritaire, mutualiste, à but non lucratif. En assurance de santé et en prévoyance, on accompagne les entreprises, leurs salariés, les indépendants, les particuliers, et donc on va toucher à peu près un Français sur 6. En termes de retraite complémentaire, on accompagne là encore les entreprises, les salariés et les retraités. Et là, on touche un Français sur 4. On a, en complément de ces deux premières offres, un ensemble de solutions sur l'épargne salariale et l'épargne retraite. On est à peu près 10 000 collègues dans le groupe, répartis sur 114 sites. Et pour vous donner une idée des équipes techniques, MHTech, on doit être à peu près 800 en interne. Alors, on attaque. Donc, en un peu moins d'un quart d'heure, je vais essayer de vous conter finalement l'histoire du SI Data de Malakoff Humanis, qui est une histoire qui est somme toute assez ordinaire et qui devrait parler à beaucoup de monde si vous êtes dans la data depuis bientôt 25 ans comme moi. C'est une histoire qui est en 3 étapes de transformation et où on s'est réinventé. La première étape, on est fin des années 90, début 2000, et puis donc on s'est lancé dans une expérience Data Warehouse, un data warehouse d'entreprise qui est basé sur du SQL Server on-premise. Et d'ailleurs, quand je dis data warehouse, et ça devrait parler, je pense, à certains d'entre vous, ce n'est pas un vrai data warehouse d'entreprise, parce que Malakoff Humanis, c'est une fusion d'un certain nombre de groupes de protection sociale. Et du coup, on a un data warehouse et puis un certain nombre de satellites d'infocentres, plein de petites bases comme ça, tout autour. Et on n'a jamais vraiment rassemblé du coup l'ensemble des données dans une plateforme unique. Après, ça fait le job. Aujourd'hui encore, c'est l'application de référence pour tout le reporting institutionnel qui est utilisé par les métiers du chiffre chez nous, les actuaires, la finance. Donc voilà, tout le reporting en externe, en interne. La deuxième étape du coup de l'histoire, c'est une volonté d'accélérer sur les initiatives du big data. Chez nous, on se cherchait depuis quelques années. Donc en 2018, on décide de monter une nouvelle plateforme, un data lake. L'idée, c'est de pouvoir servir en données un nouveau type d'utilisateurs, parce qu'on recrute de nouveaux rôles,
des data engineers, des data analysts, des data scientists. Et du coup, on a besoin d'une plateforme agile. Donc, on se tourne naturellement vers le cloud et vers AWS pour monter cette plateforme. Parce que le vrai enjeu sur cette plateforme, c'est de pouvoir monter du coup des produits data, donc développer des use cases et le faire en 3 mois en moyenne. Et du coup, on développe ces produits depuis 2018 avec un certain succès. Donc, je vous donne un exemple. On a un use case qui est la fraude optique. Aujourd'hui, si vous venez voilà, chez un opticien le week-end, vous faites une demande de prise en charge pour des lunettes. Il y a un petit web service qui est appelé du coup par l'opérateur de tiers payant, qui est un web service de notre data lake et qui va scorer du coup la demande de prise en charge, indiquer si elle est suspicieuse ou pas. C'est de la lutte contre la fraude. Et puis voilà, s'il y a un score voilà, de suspicion, on demandera à nos gestionnaires de demander des pièces justificatives complémentaires avant de valider la prise en charge. Dernière étape, l'étape actuelle, c'est l'étape dont je vais vous parler aujourd'hui. Une volonté finalement de réunifier les deux mondes, donc le décisionnel d'un côté et puis tout ce qu'on faisait autour de la data science d'un autre côté, donc de faire une plateforme, du coup, l'image est disparue, elle va revenir je pense, du coup une plateforme convergente, réunifiée, donc qui comprendra, je le disais, BI, opérationnel, data science. Et c'est là-dessus que je vais zoomer aujourd'hui. Alors une plateforme certes, mais avec quels objectifs? Le premier objectif, c'est supporter tous les cas d'usage. Je le disais, on veut pouvoir traiter tous les types de workload, donc du transactionnel, du décisionnel, de la data science. On n'a plus envie d'avoir un SI data à 2 vitesses, avec d'un côté un décisionnel qui fait le job, mais voilà, qui est on-premise, vieillissant, qui évolue plus, et puis de l'autre côté, une plateforme super agile dans le cloud. On a développé plein de use cases super sympas, mais qui, au regard de notre succès, nécessitent quand même voilà, des améliorations pour la mise à l'échelle et pouvoir sécuriser un certain nombre de use cases qui sont devenus critiques pour le groupe et qui méritent qu'on puisse s'engager avec des SLA vis-à-vis de nos métiers. Donc, on décide de faire une plateforme. Après, la plateforme, ce n'est pas le plus important et c'est le deuxième objectif. Le plus dur, c'est pas de construire la plateforme, c'est finalement d'amener la donnée sur cette plateforme-là. Donc là, on décide d'identifier des outils simples, robustes, qui vont nous permettre d'aller chercher les données dans tous les patterns, hein, que ce soit du push, du pull, que ce soit en mode synchrone, asynchrone, temps réel, en mode batch. Troisième objectif, le fameux trial and error. Donc ça, on reste là-dessus et c'est issu de nos expériences sur la partie data lake. En fait, on a donc c'est le fameux droit à l'erreur. Quand on se lance sur une initiative du coup data et qu'on veut développer un nouveau produit data, on n'est jamais vraiment sûr de pouvoir trouver les bonnes données. Nos data scientists sont pas sûrs de trouver le bon algo, le bon modèle. Donc c'est super important finalement de pouvoir arrêter un projet sans que ça soit une catastrophe. Donc le cloud, ça permet notamment de démarrer le développement d'un nouveau produit data sans investissement massif. Et puis, si finalement on s'est planté et qu'on veut aller sur un autre sujet, en quelques clics, on peut se désengager. Et c'est juste essentiel, encore une fois, pour toutes les initiatives data. Enfin, on veut construire une plateforme qui va être du coup la plus efficace, la plus performante possible, la plus frugale. Mais il y a un impondérable, c'est-à-dire un sujet principal sur lequel on ne discute pas, c'est la sécurité. Donc, évidemment, il faut se conformer à un certain nombre d'exigences réglementaires. On est un assureur, on a la fameuse GDPR. Donc, on doit trouver un écosystème du coup, qui va pouvoir proposer toutes les certifications qui vont rassurer notre Data Protection Officer pour développer cette plateforme en privacy by design. On zoome maintenant sur notre plateforme, une macro-architecture de la plateforme actuelle, donc notre plateforme convergente. Alors, on retrouve les 3 grandes briques que Mickaël a décrites, hein, l'ingestion, la transformation, le stockage. Donc, je l'expliquais, finalement, cette plateforme, on peut l'appeler Data Warehouse, Data Lake House ou autre. Ce n'est pas tellement important, en fait, de trouver le bon terme marketing. C'est important que c'est une plateforme qui va être convergente et qui va pouvoir traiter vraiment le décisionnel, la data science dans une plateforme unique, sachant qu'en plus, c'est des données qui sont en commun. Et puis, l'idée qu'on a là en redéveloppant cette 3e plateforme, c'est d'aller au plus simple. Donc, effectivement, choisir les meilleurs outils pour ces 3 briques du stack Analytics, fort de notre expérience dans le cloud depuis quelques années. On va zoomer du coup sur chaque brique. Alors, c'est parti pour l'ingestion de données.
Assez classiquement, vous avez sur ma droite toutes les sources de données. Mickaël parlait tout à l'heure voilà, de RP, de CRM, d'espaces digitaux chez nous, de différentes bases, et même des données open data. Donc on a besoin d'aller chercher toutes ces données. Là, on fait rien de miraculeux. La plupart du temps, lorsque cela est possible, bah, les applications sources vont faire de l'extraction de fichiers et puis ils nous alimentent tout au long de la nuit ou de la journée en mode batch. Donc c'est assez simple. Lorsqu'on a le droit d'aller chercher nous-mêmes les données dans les bases, on utilise Talend, la version open source, comme un générateur de code Java, et on va se servir nous-mêmes en extraction de données, mais c'est du mode batch. Après, on s'est intéressé à un outil qui est Fivetran, et plus particulièrement le module de Change Data Capture, qui nous permet de répliquer de la donnée directement d'une base à une autre. Il se trouve qu'on a un CRM maison, qui est basé là encore sur du SQL Server, et qu'on a pour un des produits data, besoin de pouvoir répliquer ces données, alors si ce n'est en temps réel, en tout cas au fil de l'eau. Donc ça nous permet de répliquer une centaine de tables directement d'une base on-premise vers une base dans le cloud. Et ce, avec beaucoup de résilience. Par exemple, c'est super tolérant aux pannes. On a une panne réseau, le traitement tout seul va pouvoir reprendre là où il s'est arrêté, ce qui est quand même un effort non négligeable et qui est super intéressant pour nos équipes. On a à peu près 2000 fichiers du coup, qui arrivent quotidiennement, 2000 types de fichiers. En termes de stockage, donc deux solutions. Alors, la solution AWS, la base du stockage entre guillemets big data dans le cloud AWS, c'est S3. Je pense que tout le monde le connaît. Donc c'est là d'ailleurs le premier étage de la fusée. On va pouvoir stocker toutes les données qui nous arrivent de notre SI et en externe, les données structurées, semi-structurées, non structurées. Si on est sur du non structuré, on a un data pipeline où on continue du coup sur une lignée de bucket S3 qui s'enchaîne, où on va du coup préparer de la donnée, l'anonymiser, parce qu'on donne des données anonymisées à nos data scientists, et on reste sur une logique S3 sur tout ce qui est non structuré. Pour ce qui est du structuré, finalement, là, on a fait un grand choix qui est très, très différent de ce qu'on faisait avant dans le cloud. On a essayé de repartir sur une base de données, Snowflake, mais ce n'est pas qu'une base de données, c'est ça qui est intéressant. Alors, c'est une base de données déjà. Du coup, on redéveloppe en SQL. Ça nous permet de redévelopper tous nos cas d'usage autour du décisionnel et nos cas d'usage data science. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une base de données qui est complètement scalable, élastique. Donc, quelque part, on a toute la promesse du big data de l'origine, mais dans une base de données, un environnement que toutes les équipes BI, qui étaient déjà là dans les années, fin des années 90, connaissent. Donc, c'est plutôt agréable pour les gens qui ont des cheveux gris comme moi. Mais ce n'est pas qu'une base de données, c'est pour ça qu'on l'a choisi, c'est une plateforme data complète. Donc il y a plein de fonctionnalités super intéressantes qui viennent avec, qui sont très simples à mettre en œuvre. Donc j'en cite quelques-unes. On a le data sharing qui va nous permettre de partager de la donnée avec nos partenaires, quelques clics. On a le zéro copy clone, donc ça moi j'adore. Si j'ai besoin de monter un environnement de recettes qui est une copie des données de la production, je le fais en 2 clics et je ne veux pas dupliquer et avoir 2 stockages de mes données de prod. En fait, je vais juste avoir le petit delta que je fais bouger dans l'environnement de recettes, parce que tout ça, c'est un environnement qui est virtualisé. On a le time travel qui nous permet de revenir sur toutes les données qu'on a dans nos tables, sur 90 jours en arrière. C'est super intéressant en termes de traçabilité. Si on veut développer des petits applicatifs au-dessus de nos bases de données, on a Streamlit, qui nous permet de développer des applications, qui est une acquisition récente de Snowflake. Et puis, ça va aussi, puisque c'est une plateforme complète data, nous proposer des fonctionnalités de data science. Ils sont par exemple un service qui s'appelle Document.ai, qui nous permet de charger un document papier, on en a pas mal, donc je ne sais pas, un devis de remboursement dentaire, et de structurer toutes les données, et puis qu'elles soient directement requêtables en SQL. Donc c'est un effort qui est super intéressant. Et puis en plus, et je ne parlais pas forcément des outils d'usage, sur la partie data science IA, on a du DataIQ, et c'est 2 outils qui sont très complémentaires avec DataIQ, puisque DataIQ peut déléguer tout le compute à Snowflake pour, par exemple, les entraînements sur des gros volumes de données. Dernière brique, la transformation. Donc là, sans surprise, on a choisi DBT Labs, dont Mickaël parlait. Il se trouve que c'est l'outil finalement le plus intéressant du moment, l'outil moderne pour le data engineer. Donc on est revenu dans une logique qui est 100% SQL, du code, avec un outil qui est simple, qui est robuste, et puis ça ne gâche rien, on a un minimum de gouvernance pour nos data engineers ou data scientists avec cet outil-là, puisqu'on va être dans une logique finalement de Git avec du pull request. On va avoir une génération automatique de documentation. Et puis, on a un lineage qui vient en standard. Donc, à noter que nous, on utilise la version open source de DBT Labs.
Une plateforme, ok, mais alors pourquoi faire? Pour développer des cas d'usage. Donc aujourd'hui, on a à peu près 90 cas d'usage développés côté data. Donc 60 sont des cas d'usage d'analyse et visualisation, pardon, et puis une trentaine qui sont des cas d'usage plutôt data science IA. Sur ces 90, on en a 50 en prod, ce qui est déjà pour nous, groupe de protection sociale, un chiffre qui est très appréciable. Je vais revenir sur les familles de cas d'usage. Alors déjà, l'analytics, le reporting, l'exploration. En gros, hein, chez nous, l'outil pour faire de la visualisation, c'est Power BI. On a un certain nombre de dashboards de pilotage hein, qui sont branchés sur toutes ces données-là. Un exemple, on a un use case qui s'appelle Sales Analytics, qui va permettre aux équipes commerciales, donc chez nous les équipes de développement, de piloter les ventes du groupe. Et des dashboards comme ça, on en a des dizaines. Ensuite, on a l'IA. Alors l'IA d'abord pour bâtir des modèles prédictifs. Donc bien sûr, on fait de la connaissance client, on a calculé un certain nombre de scores. On va calculer la probabilité que nos clients nous quittent, le fameux score de churn, le classique. On va calculer des scores d'appétence aux offres. Est-ce qu'on peut proposer à nos clients qui ont une offre en santé, en prévoyance, une de nos offres en épargne? Et ces scores, on peut aussi les utiliser finalement pour personnaliser tous nos parcours utilisateurs, que ce soit les équipes internes ou nos utilisateurs finaux. Par ciblage autour de données de connaissances clients, on va personnaliser le parcours sur les espaces digitaux pour du coup nos gestionnaires, on va pouvoir faire de la pré-saisie dans leurs différents documents. Là encore, sur les documents papier qu'on reçoit, on va pouvoir, après le scannage, aller retirer toutes les données structurées qui viennent de ces documents non structurés et puis aller faire de la pré-saisie pour aider nos gestionnaires qu'ils n'aient pas de la saisie de données clients, nom, prénom, les ID, tout ça c'est reconnu, à les saisir dans un outil de gestion, un outil de CRM, puis des fois un outil de ticketing. Donc c'est un gain de temps du coup pour nos équipes. Et puis surtout, on peut automatiser des process internes. Donc là aussi, on peut aider les équipes du réglementaire pour la lutte contre la fraude, puisque chaque document qui nous arrive une fois scanné, on peut détecter avec un peu de computer vision et puis les bons modèles de deep learning si les documents ont été altérés, et donc voir si on nous fait des demandes de prise en charge qui sont fallacieuses. Et puis je citerai un dernier use case qui s'appelle Speech Analytics. Aujourd'hui, on enregistre toutes les conversations de nos clients avec nos gestionnaires. Ces conversations, au fil de l'eau, quasi en temps réel, on les traduit en texte, avec du speech to text, et puis on applique derrière un modèle d'analyse de sentiments. Donc en fonction des termes employés, de la tonalité, on peut scorer en direct du coup la conversation entre notre gestionnaire et nos assurés. Et du coup, on a un score de satisfaction temps réel qui va du coup pouvoir venir en complément d'enquête à froid qu'on fait classiquement hein, sur la qualité de notre relation client. Donc c'est un cas d'usage, on est assez content et qui est en prod aujourd'hui. Pour terminer sur le Rex, une petite synthèse de nos choix. Donc d'un côté, Snowflake, DBT Labs. Donc c'est super important, le retour au monde SQL pour traiter toutes les familles de cas d'usage, le décisionnel, l'opérationnel quand on en a besoin, et puis la data science. Ce qui est essentiel, c'est que finalement, on est revenu dans un environnement qui est simple, qui est robuste, donc c'est pas compliqué. C'est un peu le retour finalement du SQL, et donc le retour en force du SQL Data Engineer. Et du coup, vous aurez compris que c'est super important à partir du moment où on a décidé aussi que les équipes BI qui étaient sur le Data Warehouse vont venir compléter les équipes Cloud Data Engineer qui étaient jusqu'ici sur AWS. Ils sont tous dans un outil qui finalement qui est assez simple et maîtrisable. La deuxième écosystème, on peut dire, qui est le plus important, c'est AWS. Nous, on a choisi AWS pour notre deuxième plateforme data en 2018. On est en train de refaire la troisième version de notre plateforme. On est toujours chez AWS. Je suis sûr que la quatrième, on y sera encore. AWS, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous les meilleurs produits pour pouvoir traiter de la data. C'est un écosystème qui est simple, qui est évolutif. Donc la plupart du temps, on va aller trouver le service qui est en plus managé, ce qui veut dire qu'on ne s'occupe pas de l'administration, on peut vraiment se concentrer sur la data chez AWS. Et puis, si on ne trouve pas ce qu'il faut du coup, pour traiter la data chez AWS, il y a tout cet écosystème de solutions intégrées dans la fameuse marketplace qui a été évoquée plus précédemment. Par exemple Snowflake, mais nous on a un certain nombre. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut finalement pour pouvoir développer nos produits data de la manière la plus agile et la plus robuste possible. Pour nous, AWS, ce n'est pas le choix d'une solution technologique, finalement c'est un vrai avantage compétitif. Merci, je vais laisser Louis conclure.
Merci infiniment Yann pour ton retour d'expérience. Toujours très inspirant de voir ce que nos clients construisent sur AWS. Et j'ai particulièrement aimé la façon dont vous avez réinventé votre plateforme de données afin d'implémenter des nouveaux cas d'usage. D'ailleurs, comme le dirait un célèbre philosophe, pour recréer, il faut se recréer. Et c'est exactement ce que vous avez fait avec votre plateforme de données, en implémentant de nouveaux outils plus simples qui vous permettent de couvrir tous vos cas d'usage. On a beaucoup parlé pendant ces 45 minutes, donc j'imagine que maintenant vous vous posez vous vous demandez comment vous pouvez passer à l'action. Donc c'est le moment de passer à l'action en dégainant vos téléphones portables et vous pouvez scanner ce QR code qui vous redirigera vers un site web qu'on a mis à votre disposition. Dans ce site web, vous trouverez des ressources complémentaires suite à ce dont nous avons discuté. Parmi ces ressources, vous trouverez des articles intéressants qui parlent d'analyse de données et de data platform. Vous trouverez également des workshops pour vous aider à construire pas à pas sur AWS. Vous trouverez également nos contacts à tous les trois, si jamais vous voulez nous envoyer un message et continuer à discuter en dehors du cadre de cette session. Et le plus important, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est encadré en jaune tout en haut du site web, vous ne pouvez pas le rater. C'est un lien vers le formulaire de feedback, vers l'enquête de satisfaction. Donc, via ce lien, vous pouvez donner votre feedback sur la session et ça prend moins de 30 secondes et ça serait extrêmement important pour nous ainsi que pour l'organisation du summit de manière générale. Parmi les ressources complémentaires, vous trouverez également un lien vers skillbuilder.aws. Mais qu'est-ce que c'est skillbuilder.aws? C'est tout simplement la plateforme pour celles et ceux qui souhaitent monter en compétence sur AWS. Donc sur skillbuilder.aws, vous trouverez un éventail de cours et d'ateliers destinés à vous apprendre à utiliser AWS et ses différents services. Les cours et ateliers sont destinés vraiment à tout niveau. Donc vous avez des cours plutôt débutants, plutôt intermédiaires et vraiment des cours plutôt avancés. Et aussi sur tout type de spécialisation. C'est-à-dire que vous aurez des cours très généraux sur AWS, mais vous aurez aussi des cours très spécialisés sur tel ou tel domaine, par exemple sur l'intelligence artificielle, sur l'analyse de données, sur le réseau, sur la sécurité, etc., en fonction de ce qui vous intéresse. C'est donc un excellent moyen de vous aider à préparer les certifications à AWS, donc certifications qui sont reconnues sur le marché de l'emploi et qui vous serviront à prouver vos compétences auprès de vos employeurs, mais aussi auprès de vos clients. Et donc si vous êtes intéressé par l'analyse de données, par exemple, on vient de sortir une nouvelle certification qui est la certification Associate Data Engineer, en plus donc, de toutes les autres certifications, et encore une fois, qui sont à différents niveaux en fonction du niveau que vous voulez viser et attester. À noter que vous avez un essai gratuit de 7 jours. Donc voilà, vous pouvez dès à présent aller sur la plateforme, vous connecter et en profiter gratuitement pendant 7 jours. Je pense que je l'ai déjà mentionné plus tôt, mais donc le feedback, c'est extrêmement important pour nous. Donc si jamais vous avez raté le précédent QR code, vous avez une deuxième chance ici en scannant donc, ce QR code qui, cette fois-ci, vous redirige directement vers le formulaire de feedback. Il prend toujours 30 secondes, ça n'a pas changé. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient discuter, donc déjà, on espère que cette session vous a été utile. Si vous voulez continuer les échanges, on restera ici pendant encore une dizaine de minutes avant qu'on se fasse sortir par la prochaine session. Et pour les autres, nous vous souhaitons une excellente après-midi et un excellent summit AWS.